Ô ville de Metz, mon berceau fatidique, Metz violée, et plus pudique et plus pucelle que jamais. Ô ville où riait mon enfance, ô citadelle sans défense, qu'un chef que la honte devance, ô mère auguste que j'aimais. Verlaine, enfant de Lorraine, fils de Moselle, chante l'identité de sa région avec l'austérité qui lui est coutumière. Il ne fut pas le seul à aimer cette région. Le bon Rabelais, père de Gargantua, puis de Pantagruel, pratiqua la médecine dans ces jolies contrées de l'Est de la France. Il décrivait ainsi les Mosellans avec une précision admirative. Ils sont lubriques et altérés, écrivait-il. Comment devons-nous interpréter ces mots de Rabelais? Altérés. Les Mosellans donnaient-ils si soif à les voir s'agiter, travailler la sculpture aussi bien que le vin, se battre et se défendre, si souvent sous le joug de l'ennemi? Peut-être, oui, de ce fait, altérés par tous ces siècles passés à lutter pour préserver un territoire, une langue, l'âme même du pays. Au cours des siècles, la Lorraine fut romaine, carolingienne, française, allemande et de nouveau française. Tour à tour annexée puis libérée, la Lorraine s'est faite terriblement désirée pendant plus de 2000 ans. Cet obscur objet du désir, victime de tant de clichés dans la bouche de ceux qui n'y sont jamais allés, vous allez la découvrir. La Lorraine, la Meuse et la Moselle, des villages et des gens chargés d'histoire qu'ils nous racontent. La Meuse et la Moselle se situent en Lorraine, au nord des Vosges et de part et d'autre de la Meurthe-et-Moselle. La Moselle prend sa source dans les Vosges, près de Bussang. Elle coule ici, en plein pays, dit des trois frontières. Nous sommes au cœur de l'Europe, à quelques kilomètres de l'Allemagne et du Luxembourg. Quand on entre à Rodmack, il faut arriver par la magnifique porte de Cirque, ou porte de la franchise. La première chose que l'on vous dit sur cette fortification, c'est qu'elle fut démontée le 11 novembre 1944 pour laisser passer des chars américains. L'histoire déjà. Je crois qu'entre Rodmack et moi-même, il y a eu dès le départ, je dirais, une histoire d'amour. Je ne suis pas Rodmackois de souche. Je suis arrivé ici il y a maintenant 33 ans, amoureux de ce village et très vite, je dirais, épris par sa beauté, par ses charmes. Cette petite Carcassonne lorraine est toujours fortifiée par un mur d'enceinte de plus de 600 mètres de long, avec à ses pieds un remarquable jardin médiéval. L'histoire de Rodmack débute au XIIe siècle. Ses vestiges médiévaux, ses étroites ruelles, ses blasons et le grand château fortifié qui surplombe la cité sont les témoignages des luttes féroces des seigneurs d'autrefois pour la possession de Rodmack. Il est resté au village quelques vieilles figures, quelques anciennes figures rodmackoises, et Joseph Bach, M. Bach, c'est l'une de ces figures. Ce sont eux qui ont fait tout compte fait l'histoire de Rodmack, le passé de Rodmack et tout ce que se passait d'anecdotique et de croustillant. Je me rappellerai toujours, le soir de Noël, on avait joué du théâtre où il y avait 50 cm de neige. Et puis j'avais à l'époque tous les 18 ans, j'avais ma petite copine, et on a pris la route qui mène, que vous connaissez, madame, qui mène vers la ferme. Et puis d'un coup, du côté de Mondorf, on entend un bruit d'avion, et puis des 5 détonations, un avion qui avait lancé des bombes. On s'était
réfugié sous un gros poirier, et d'un coup, une rafale de canon rapide, probablement des 20 mm, clac, dans l'arbre. Et le lendemain, je suis allé voir, il y avait une branche comme ça qui était cassée. Je me rappelle, ma soeur m'a dit s'il était arrivé quelque chose. À l'époque, vous savez, on était à cheval sur les principes. Hein. Et j'étais obligé de faire une dictée allemande. Parce que nous, avant-guerre, l'allemand était obligatoire. 3 heures d'allemand étaient obligatoires. Hein. Vous le parlez toujours? Jawohl. Et le patois du coin aussi? Jo. Avant-guerre, le château n'était pas accessible au public. Enfin, j'y suis venu 1 ou 2 fois avec l'instituteur, avec l'école. Et ensuite, à partir de 40, quand les propriétaires étaient partis, le château était ouvert. Tout le monde emmenait toujours se promener ici tous les dimanches. Hein. Vous m'emmenez n'importe où, là, je connais le moindre recoin, je le connais. Hein. On a été élevés là-dedans. Hein. C'était notre jeunesse, quoi. À l'époque, quand j'étais gamin, il n'y avait pas 400 habitants. Hein. Alors qu'avant 14, je me rappelle que mes parents ils disaient qu'il y avait au moins le double. Joseph Bach fait partie d'une génération qui a fait la guerre d'Indochine, qui a beaucoup bourlingué et qui a amené un petit peu au village quelques idées nouvelles, novatrices. Hein. La jeunesse actuelle, je dirais, est quand même très différente de cette génération qui est celle de Joseph Bach. Et je dirais, elle est en prise sur autre chose. On voit souvent ces jeunes amoureux de leur village dans la cour du petit château des margraves de Bade, dont Gérard de Rodemack fut le dernier des grands seigneurs. Aujourd'hui, c'est l'un des plus charmants restaurants de la région. S'y entraînent toute l'année de jeunes comédiens, cracheurs de feu, jongleurs, battleurs, pour la plus belle des fêtes lorraines, la fête médiévale de Rodemack. Cette manifestation plonge chaque été pendant plusieurs jours plus de 10 000 personnes en pleine folie moyenâgeuse. On vient de toute l'Europe vivre à l'ombre des manants, saltimbanques, danseurs, musiciens, alchimistes pour fêter le retour du solstice d'été. Le petit château est ouvert aux jeunes bénévoles du village pour les répétitions. Beaucoup d'entre eux participent l'été aux chantiers qui restaurent les remparts et luttent pour la sauvegarde de ce patrimoine unique. Si le petit château est encore un lieu magique à Rodemack, il le doit notamment au bonheur d'y vivre de sa nouvelle propriétaire. C'est une maison, je crois, qui a besoin de vivre. Et le fait d'avoir fait un restaurant me permet comme ça de faire visiter à tout le monde. Et puis tout le monde se sent chez soi. C'est ça qui est formidable. C'est une maison qui date de 1560, qui a été construite pour les seigneurs de Rodemack, qui ont trouvé trop petite pour y vivre. C'est dommage pour eux. J'adore les cabanes, j'adore les maisons dans les forêts. Je ferais que ça d'ailleurs. Je crois que si je pouvais vivre carrément dans le jardin, je le ferais. J'en ai bien une très jolie forme déjà. Quand il est en fleurs, il est superbe. Puis il est rempli de fruits tout le temps. Peut-être parce qu'on lui parle, je ne sais pas. Un matin, je voulais ramasser de la rosée, impossible de la prendre. À chaque fois que je me baissais pour la ramasser, comme si on me retenait sur mon montée. Alors, c'est pas normal. Alors, je me baisse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, à un moment, je cherche autour de moi. Et puis, il y avait mon lilas qui me faisait signe, si vous voulez, de ne pas la ramasser. Il était couvert d'une espèce de glu toute blanche, comme ça. Et depuis, j'ai plus fréquenté. Je crois que j'ai un bonheur tout à fait particulier, qui est très, très, très intense. Moi, je dis le bonheur universel, parce que j'ai des moments d'extase extraordinaires. Je n'ai pas les pieds sur terre, tout à fait, quoi. Je crois qu'en Moselle, dans une région qui est réputée pour être une région froide, les gens, par contraste, sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux, extrêmement ouverts sur les autres. C'est ce qui fait que la Moselle a accueilli pendant plusieurs décennies des dizaines, des centaines de milliers d'étrangers. Et toujours, je dirais, les bras ouverts.
la Meuse du Nord est une frontière. Ses campagnes tranquilles, ses promontoires en font une barrière naturelle surmontée de citadelles qui s'ouvrent sur de superbes panoramas. Comme toutes les frontières, elle a été de tout temps un lieu de passage et d'échanges commerciaux importants. Dans ces coteaux, non loin de Verdun, site de la plus féroce des batailles du premier conflit mondial, on croise pour se rendre sur le site de la fête des vieux métiers beaucoup de petits villages défendus par des citadelles fortifiées. À Marville subsistent encore les influences de la Renaissance espagnole. Dans ces rues richement décorées de sculptures et de bas-reliefs apparaissent les tendances architecturales des différentes époques, comme ici, devant la maison du chevalier Michel. I got a kind-hearted woman, anything that's worth for me. I got a kind-hearted woman. La journée commence en douceur dans la ferme de Monsieur Parmentier. Blooded women, and they will not let me. My baby, my baby don't love me. Pour la fête des anciens métiers, ben, j'ai acheté une calèche. Hein, et puis, les vieux métiers m'ont dit, bah tiens, vous avez une calèche? Il dit, on ferait pas mal de faire des petits tours pour les enfants. Et ces années-ci, ils faisaient une journée spéciale dans le mois de mai. Les gosses, ils sont fous, là. L'an dernier, il y avait la journée des enfants, il y avait plus de 4000. Je suis né un peu en dessous de Verdun. Un village qui s'appelle Dieu. Or, je suis un enfant de Dieu. Le public qui vient nous voir vient s'imprégner de choses qu'il a entendu dire, qu'il a pu lire ou découvrir parfois donc, sur des revues. Mais en fait, il vient chercher une âme. Il n'y a pas un rituel à telle heure ceci ou à telle heure cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois qu'on vient vivre une journée aussi à la campagne, bien sûr, et au siècle dernier, et on prenait son temps. Vous savez que Renault en 1936 avait fait un moteur, ce petit tracteur. Là, il tourne parce que ce matin, il tournait pas. Quoi. Oui, ben vous savez, c'est capricieux. Hein. Il sort du fond de la terre. L'allumage était bon, là, et on m'a dit que c'est un problème de carburation. Il faut être indulgent avec le vieux matériel. Les Allemands avaient commandé à la société Renault de l'époque X tracteurs qui ont été livrés donc pour l'armée allemande. Et au lendemain de la guerre, Général de Gaulle, je disais, a nationalisé cette société pour cette collaboration rendue, si vous voulez, avec l'ennemi de l'époque. Cette année, je dirais qu'il y a une passation de pouvoir qui est un peu exceptionnelle, puisque notre vétéran, qui a 86 ans cette année, qui était un petit peu notre ancêtre, je dirais, c'est avec lui qu'on a découvert ces vieux métiers. Il nous a appris des tas de choses qu'il faisait autrefois. Et il va donner cette année la locomobile, cette machine à vapeur, donc cette énergie vapeur, il va la donner à un de ses fils. Et donc, c'est la dernière année qu'il va la faire fonctionner. Je la relève à ce gars-là, hein. Je suis vice-président de l'association, mais je ne bosserai plus, quoi. Je resterai là, j'irai boire un coup à droite à gauche. Marc, c'est une Bible. C'est à lui qu'on s'adresse sans arrêt. Mais comment c'était ceci? Lui-même conduisait les bœufs à 12 ans.
lui-même débardait du bois. Il emmenait la sage-femme en calèche au village voisin. Il déplaçait les huttes de charbonniers. Il a fait le scieur de long. Il a fait le drainage. Il a conduit les machines à vapeur. Il a connu toute la génération. Il a fini agriculteur. Il a, je dirais, fait le tour de la vie. Il y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs. Il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour monnaie. Pour enlever le surplus d'argile de ses gabarits, il prenait tout simplement le fil à couper le beurre. Les gabarits en scie remplis d'argile étaient encore entreposés verticalement dans des hangars, à l'abri du soleil, à l'abri des courants d'air, pour que l'argile perde encore un petit peu de son humidité pour donner la forme à la tuile, si vous voulez, qu'elle se tienne. Les enfants reprenaient les gabarits chargés d'argile, les portaient aux femmes, qui allaient donc faire la mise en forme sur leurs cuisses. Alors ici, en l'occurrence, avec des cuisses pareilles, c'est pour faire de la fêtière. L'année dernière, j'avais embauché ma belle-mère, et voici un petit échantillon de ce que ça pouvait donner. Mon carnet de commandes est resté vide. Je tiens à préciser que c'était quand même les plus belles cuisses du canton qui étaient utilisées pour ce travail. Les femmes en passaient près de 1000 par jour sur leurs cuisses. Et pour pouvoir mouler donc cette tuile, elles se servaient de cet instrument qui s'appelle une batte. Toujours en bois, bien mouillé pour que ça ne colle pas. Quelquefois, les femmes avaient un peu de temps devant elles en fin de saison. Elles aimaient beaucoup marquer leur passage, si vous voulez, à la tuilerie, soit par leur prénom, par le lieu, par la date. Quelquefois aussi, c'était des messages, une petite vacherie pour le voisin ou pour le tuilier qui dit des méchancetés. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. C'est dans une ancienne grange que l'on peut voir fonctionner l'une des dernières machines à battre le blé. Cette ronde des hommes et des chevaux, qui ensemble actionnent une mécanique complexe, témoigne de la peine et du labeur de cette époque. C'est un haut fer, comme dans les Vosges. Elle sert à débiter des grumes en planche, en bois, en planche, en toutes ces sections de mon nez. Ça vous fait quel effet de le voir? Plaisir. C'est robuste. C'est difficile? C'est très difficile. Hein. Très prudent, il faut être très prudent avec. Très dangereux ça. Les bûcherons ou schlitters descendent des charges de bois qui peuvent atteindre plus de 600 kg à l'aide de luges appelées schlitt. Oh la vache, là, elle fait vite. Oh, je les connais tous de vue. La dame, là, je la connais bien. C'est Madame Boulard. Et là, il commence à être en grain, le beurre. Là. La crème qu'on a fouettée commence à être en grain. Là. Pour commencer, on traite les vaches. Ensuite, on passe à l'écrémeuse, les machines derrière vous, là. Pour séparer les de la crème. On laisse passer la crème une semaine pour qu'elle soit ferme, comme ça. On met en baratte et on tourne. Contraste saisissant dans cette fête des vieux métiers. Une église du début du siècle a été entièrement remontée sur le site. À l'intérieur, ambiance intime et musique sacrée, animée par deux artistes peintres d'origine roumaine qui peignent des icônes sur bois et sur verre.
J'aurais dû choisir une belle baguette pour m'inquiéter. Vous disiez à quel moment il faut le travailler, le bois là? Il faut le travailler au mois de novembre-décembre. Pourquoi? Parce qu'il est encore bien souple. Ça, c'est des baguettes qui ont été cueillies il y a 4-5 mois, ça a séché. Oui, j'ai fait tout ça au mois de décembre parce que c'était souple. On allait travailler chez l'agriculteur du coin et lui nous labourait le champ. C'était une façon de partager un petit peu ces choses et de se rendre au service. Donc il y avait des rapports d'hommes. Et ça, je crois que ces rapports d'hommes, ici, on les retrouve pleinement. D'ailleurs, il suffit de regarder ces gens avec ce faciès buriné, parfois. Cette façon d'appréhender le métier, tout semble facile. On dirait que ce sont des doigts de fée avec les fuseaux qui travaillent. En fait, il a fallu apprendre. Et puis, il faut le faire. Même si on sait le faire, il faut encore y passer des heures pour le faire. Ah, mais voilà. Elle dit qu'elle ne boit pas, mais... Sautez, sautez. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Dans le taxi. Il y a un propriétaire. On peut la garder? Non, on la garde, il n'y a pas de propriétaire. encore. Oh là. On découle. Ah, nous, on est forestiers, nous. On travaille que dans le bois, uniquement. C'est l'abri typique du sieur de Long. Des années 1900. Voilà. Donc il passait l'hiver dans la forêt, il partait au mois de septembre et puis il rentrait au printemps. Donc bien souvent le forestier avait deux activités, c'est-à-dire l'hiver il travaillait le bois et l'été il s'occupait de la ferme et puis des bêtes, des vaches. C'était le carburant de la machine, l'agneau. L'alcool, c'est ce qui faisait tenir les gars dans le bois et ce qui les faisait travailler. Encore maintenant. Et les 3/4 du temps, cet outil-là a servi à faire les voies de chemin de fer. Traverse de chemin de fer avec ça. Il traversait un bois. Quand la voie de chemin de fer traversait un bois, il faisait le chantier sur place. Il coupait les arbres et avec les arbres, il faisait les traverses de chemin de fer sur le chantier directement. Ces robustes scieurs de Long vivaient à l'époque plusieurs mois isolés dans les forêts pour la coupe. Ils vont pas nous croire, hein? Leur linge de corps devait, pour sécher, être hissé au-dessus de la hutte. Ça va bien, hein? Aujourd'hui, la tradition a un peu changé. On monte toujours haut les couleurs, bien que le linge des bûcherons soit remplacé par les vêtements féminins des jeunes filles, ravies de se prêter à cette tradition.